céleri rave n'est pas un légume facile à cultiver, donc si vous arrivez à en faire pousser de beau, félicitez-vous. Et je vais vous donner quelques astuces. Par exemple, la graine est vraiment petite, donc quand vous la semez, vous ne mettez rien dessus, sinon elle se retrouve enterrée et elle a besoin de lumière pour germer. Donc ce que je fais, c'est utiliser un morceau de verre, posez-le sur une surface propre. Je sème dans un plateau puis le couvre de verre ou d'un sac en polyéthylène. En gros, il faut juste que la lumière puisse passer et que l'humidité reste à l'intérieur. Le temps que la graine germe, normalement on sème vers la mi-mars. Je dirais que la date limite pour semer le céleri rave, c'est la fin mars, car il a besoin de beaucoup de temps. C'est très lent à démarrer, les graines sont vraiment petites, c'est un indice. Tout ce qui a une graine minuscule met pas mal de temps à pousser. Le céleri, c'est pareil, la roquette sauvage aussi, très différente de la roquette à salade. Donc ces petites graines, il faut vraiment en prendre soin au début. Je les sème dans un plateau comme celui-ci et souvent je peux obtenir entre 1 et 500 plantules là-dedans si je le souhaite, selon l'épaisseur du semis. C'est juste pour montrer qu'une petite caissette suffit pour semer beaucoup de céleri rave si vous le souhaitez. Donc j'attends que ces graines germent peut-être 10 jours, 12 jours, puis qu'elles poussent un peu. Et ce que j'espère, c'est qu'elles ne seront pas plus grandes que ça. On appelle ça le stade 2 feuilles, et comme c'est une toute petite graine, le stade 2 feuilles est minuscule. Et croyez-le ou non, vous pouvez voir celle que nous avons repiquée hier, et je vais vous montrer le processus de repiquage. Elles paraissent minuscules lorsqu'elles vont dans le plateau à modules. Donc je remplis un plateau à modules avec du bon compost. Dans ce cas, c'est 50% de mon propre compost et 50% de compost de verre urbain. Et je trouve que cela fait un mélange puissant. Ce qui est parfait pour les semis en fait, mais aussi tout à fait adapté pour repiquer dans... Parce que la graine est tellement petite qu'il serait impossible de les semer dans un plateau comme ça. Et elles vont mettre longtemps à germer. Donc c'est une méthode très efficace pour faire pousser beaucoup de jeunes plants dans un petit espace, puis sélectionner les plus vigoureux. Donc le repiquage peut sembler un peu idiot si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais ça a beaucoup de sens. Pour certains légumes, nous faisons plusieurs semis de betteraves, d'oignons et autres avec ces petites graines. Alors, c'est parti et je vais voir quel genre de racines il y a ici. Ce compost est un peu grumeleux. Oui, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, la racine fait probablement environ 1 cm de long et il ne faut pas la manipuler par la tige. En fait, vous pourriez, mais là je la tiens simplement comme ça. Oui, j'ai des doigts assez gros et épais, c'est tout à fait possible. Et ensuite, je la dépose simplement dans le trou et je tasse le compost autour et voilà, c'est ça repiqué. Et parfois, on peut à peine la voir parce qu'un peu de compost tombe peut-être sur la feuille, mais toujours en repiquant, je cherche à obtenir le tige pas trop au-dessus du niveau de la surface. Voilà, c'est fait. Et dans ce cas, les feuilles ne s'étaient même pas encore ouvertes à ce stade. Ce ne sont que 2 petites feuilles pointues maintenues ensemble par la graine. Mais ça va aussi, donc il s'agit simplement de les mettre en terre quand elles sont toutes petites, à partir de la mi-mars. Ceci, c'est le repiquage début avril et elles vont rester ici pendant environ 5 semaines avant d'être plantées en pleine terre. En tant que jeune plant touffu, mais pas énorme, encore assez petit, donc nous reviendrons là-dessus plus tard dans l'été pour voir comment ils évoluent. Le céleri rave est souvent la première plantation de l'année, même s'il est planté un peu tard. Et en fait, ici, nous avons réussi à caser quelques radis auparavant. Donc cette parcelle de terre a déjà donné une belle récolte de radis qui ont été semés. En fait, le 8 mars en semis direct, et nous sommes maintenant le 2 avril, donc cela vous donne une idée de la rapidité de croissance des radis. Mais ils ont été couverts d'un voile pendant tout le mois de mars. Et est-ce qu'il faut ajouter encore du compost? Il y avait déjà du compost ici en novembre dernier après la chicorée, même en décembre, et c'était du compost maison, magnifique. On dirait qu'il n'y a pas eu de compost, ça ressemble juste à de la terre, ce qui est très bien. Je pense qu'il y a assez de paillis organiques ici. Ça ne se voit peut-être pas pour faire pousser ce céleri rave, mais vous avez la possibilité de mettre un peu plus de compost.
Même pendant l'été, si vous sentez qu'il n'y en a pas tout à fait assez et que ça retiendra un peu plus d'humidité, je vais aussi planter quelques œillets d'Inde. Ce sont des œillets d'Inde nains. À cause de la période de l'année, il fait presque assez chaud pour les planter dehors. Mais ils vont être sous abri, je vais mettre une protection sur ces céleri raves. J'ai remarqué au fil des années que cela empêche les pucerons d'entrer à cette période de l'année car ils peuvent s'infiltrer. Et ensuite, ça apporte un peu de virus ou quelque chose comme ça. Ça fait que ces feuilles centrales s'enroulent et n'ont pas l'air saines et vigoureuses. Donc l'espacement, la protection, au fait, elle ne restera probablement pas en place plus de 6 semaines environ et on arrosera à travers, ce qui est tout à fait possible. Je n'ai pas mis un très grand nombre de plantes. La plupart de mes plantes sont déjà un peu partout, y compris une culture intercalaire avec des poireaux, ce qui m'enthousiasme car je ne l'ai jamais tenté. Mais qu'ai-je fait pour ça? Les poireaux restant aussi longtemps que le céleri rave, j'ai plus espacé ce dernier pour placer 2 rangées. La plate-bande est un peu plus large, permettant une rangée de poireaux entre chaque rangée de céleri rave. Et ils seront tous les deux prêts à être récoltés, probablement à peu près au même moment en octobre ou novembre. Ce que vous pourriez faire, cependant, si vous voulez une culture intercalaire aussi rapide que les oignons nouveaux, eh bien, c'est une option. Si vous aviez quelques plants prêts, semer des oignons nouveaux ici prendrait sans doute trop de temps avant de mûrir. Quand le céleri rave aura besoin de tout l'espace, donc le céleri rave est une culture de longue saison, je vais lui donner 4 rangées et à environ 35, j'ai marqué ici. En fait, c'est 35 cm sur ce plantoir. Alors, oh, je suis allé trop profond. Désolé, c'est un réflexe et c'est à peu près ça ici. Alors, le schéma sera comme ceci. Celui-ci va un peu en diagonale et celui-là aussi, encore une fois, en diagonale. Ma rangée du milieu n'est pas tout à fait à la bonne place. J'aurais dû mesurer ça, donc oui, ça se comprend. D'accord, je vais faire ça. Maintenant, je n'ai que 15 ou 16 plantes là-bas. Donc en fait, je pense que je vais leur donner un peu plus d'espace. C'est juste parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire. Il ne faut surtout pas planter le céleri rave trop près. Si vous les serrez, ils ne grossiront pas et c'est un légume pour lequel on recherche vraiment la taille. Pour moi, plus ils sont gros, mieux c'est. C'est complètement faux de croire que les légumes racines deviennent fibreux quand ils sont gros. Ils sont juste plus gros, c'est tout. Il y a plus à manger et le céleri rave, comme il reste longtemps en terre, il a le temps de grossir. Ça oui, c'est largement suffisant. Et tant que la terre est fertile et que tu les arroses raisonnablement, mais pas trop, en fait, j'ai remarqué au fil des années, si je leur donne ce que j'appellerais pas mal d'eau en été, ils peuvent devenir un peu plus tolérants. Mais la maladie de la septoriose apparaît davantage en automne. Donc, tu sais, garde-les un peu à sec en termes d'arrosage, tant qu'ils ont de la fertilité. Et en fait, la méthode sans labour avec un paillis de compost, je pense que ça facilite beaucoup les choses parce que c'est comme un arrosage automatique. On pourrait dire que la matière organique agit comme une éponge qui retient l'humidité pendant certaines périodes critiques de sécheresse, n'est-ce pas? Donc, la transplantation consiste simplement à les sortir et à les mettre en terre, et c'est tout, littéralement. Je vais même mettre la petite. Parfois, elles disparaissent un peu. En fait, ce n'est pas grave parce que je ne remplis pas ces trous. Vous pouvez voir à quel point c'est rapide. Le système de faire un trou, de l'y insérer et de l'enfoncer, c'est la partie clé de tout ça. Je mets un doigt de chaque côté de la tige et j'appuie sur la motte elle-même. Je dois vraiment changer de côté ici. J'ai préalablement arrosé ce parterre parce que le radis avait absorbé beaucoup d'humidité. Et c'est un point à prendre en compte quand on fait une deuxième culture efficacement. C'est bien une deuxième culture, même si on n'est que le 2 mai. Donc, encore une fois, avec la méthode sans labour. Ça facilite les choses parce que l'eau est absorbée très facilement grâce à la matière organique en surface et à la structure non perturbée en dessous. Et waouh, oui, c'est ce que je vais faire. Il me reste un trou. Je vais laisser ces 2 derniers. J'aime bien laisser une sorte de ligne ici, un petit motif en bloc. Et voilà, un de ces magnifiques œillets d'Inde nains, ça rendrait bien ici.
Il peut occuper un espace semblable à celui du céleri rave, donc on verra. Et ensuite, je vais mettre 3 de ces petits œillets d'Inde au bout de la plate-bande, là où ils vont pousser, surtout vers le chemin, ce qui est super et ça va vraiment rehausser l'apparence de tout. C'est une belle fleur à cultiver comme plante compagne, car même si elle produit des graines, elle ne devient pas une mauvaise herbe comme le souci pourrait le faire. Ceci est le patchoula nain de Pajiti, un œillet d'Inde nain. Je le recommande vraiment, et il vient aussi de graines sûres de la maison. Je vais donc continuer maintenant et installer des arceaux. Ensuite, j'ai une toile thermocrope qui va empêcher les pucerons d'entrer. Et vous verrez comment tout cela fonctionne. Donc, comme c'est souvent le cas après avoir planté presque n'importe quoi en été, j'ai bien arrosé parce que les radis avaient absorbé toute l'humidité. Et je ne veux pas y retourner avant un petit moment, en fait au moins 3 jours selon la météo. Il fait chaud, environ 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit. Ça va sûrement se rafraîchir, mais il fait toujours beau. Donc, on va les arroser au début de la semaine prochaine, disons après 3 jours, puis encore une fois après 3 autres jours. Après cela, peut-être qu'ils commenceront à s'établir. Dans ce cas, je vais les laisser tranquilles un moment et les laisser développer leurs racines. Comme j'ai bien arrosé, il y a de l'humidité en profondeur et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'eau au début. Maintenant, je vais les laisser tranquilles. Et une couverture comme celle-ci retient en fait l'humidité dans une certaine mesure. Donc c'est un avantage supplémentaire. Ça protège aussi des opiacés. Et on ira jeter un œil à un moment donné, au début ou au milieu de l'été, pour voir comment ces plantes se portent. J'espère qu'elles iront bien là-bas avec de jolies fleurs de soucis français. Nous y voilà, mi-juillet, et vous pouvez voir que la croissance a été impressionnante. On peut même voir les petits céleris raves maintenant, et je ne les ai pas arrosés, il a fait vraiment sec. Mais j'ai découvert qu'en fait, attendre un peu au début de leur croissance fonctionne. Du moins dans cette terre, c'est un sol qui retient assez bien l'humidité. Je pense que si vous êtes sur un sol calcaire ou sablonneux, vous auriez eu besoin d'arroser avec le temps qu'on a eu, qui a été incroyablement sec, pendant tout un mois. À ce jour, le 18 juillet, la pluviométrie totale était de 8 mm, soit 1/3 de pouce. Vous voyez, c'est presque rien, mais hier après-midi, il a plu et donc ça a beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous voyez, mais les racines de surface apparaissent parfois après la pluie. Mais à partir de maintenant, je vais veiller à les arroser un peu plus, surtout en août et en septembre, parce qu'ils vont vraiment commencer à gonfler. On voit le stress hydrique subi par certains. Je pourrais simplement enlever cette feuille ici. Et là, ce genre de choses, un jaunissement total, la feuille devient comme du papier, brune, sèche, c'est un signe de stress hydrique. Si vous voyez beaucoup de ça, cela suggère qu'il pourrait être utile d'arroser. Et nous avons fait un peu d'effeuillage en enlevant ces feuilles du bas. La raison pour laquelle cette feuille jaunit et n'a pas l'air belle, c'est parce que c'est une vieille feuille dont la plante ne se sert plus. Elle la laisse mourir. En gros, je préfère les laisser. Et nous avons nettoyé celles qui sont ici, mais celles là-bas, qui sont entre les poireaux, je ne les ai pas du tout nettoyées. Je garde toujours un œil sur ce genre de différence pour voir si ça fait vraiment une différence, peut-être pas, mais on verra. C'est encore un travail de plus et une chose de plus. Je voulais juste mentionner ces soucis parce que le nain ranriagal, c'est vraiment une plante magnifique à cultiver tout l'été et elle continuera encore plus si vous les effeuillez comme ça. J'hésite car je veux garder des graines, mais j'ai remarqué au fil des ans que j'en cultive beaucoup sous tunnel en plastique avec les tomates. Et comme c'est plus sec là-dedans, vous savez, je peux contrôler la pluie pour ainsi dire.
Et les graines sèchent alors très bien sur la plante, et celles-ci proviennent de graines que j'ai conservées l'année dernière dans le tunnel en plastique, et vous pouvez voir à quel point ce sont des plantes incroyablement vigoureuses. Elles ont en fait quelque peu dépassé mes attentes quant à la taille que peuvent atteindre les soucis, parce que dans le tunnel en plastique en particulier, elles sont devenues énormes, trop grandes, et j'ai dû les tailler. Mais ceci est un souci nain français, Tagetes patula, une très bonne plante compagne, et il y a aussi un panstémon ici, que j'ai planté récemment, en fait parce que j'adore la pénicilline. Et celle-ci est une Malope malva, donc c'est Malope vulcan trifida, comme vous pouvez le voir. Ces fleurs magnifiques fleurissent tout l'été, alors je leur réserve un coin au bout de la plate-bande. Est-ce utile pour un solarium? Je l'ignore, mais ce n'est pas important. Elles sont jolies et agréables à avoir. Ça aide tout le monde à profiter du jardin. Il existe plusieurs façons de voir cela. Mais nous reviendrons jeter un œil à celles-ci à l'automne, et j'espère que nous verrons qu'elles ont bien grossi. Nous avons un résultat. Je suis vraiment content de la façon dont celles-ci ont poussé. Ça a été un été très sec. Je n'ai pas trop arrosé au début. Non, la méthode sans labour aide vraiment pour ça. Et j'ai compris au fil des années qu'il vaut mieux attendre avant d'arroser. Jusqu'à la mi-août environ ici, vers la fin de l'été. Et de cette façon, c'est à ce moment-là qu'elles en ont le plus besoin pour faire ce qu'elles font maintenant, c'est-à-dire continuer à grossir. Elles continuent donc de pousser, comme on le voit, avec ces jolies feuilles vert clair au centre, montrant leur bonne santé. Même en ce 10 octobre, à une période où beaucoup d'autres choses ralentissent, les solariaques me surprennent toujours par leur croissance, vous savez, même jusqu'en novembre. Donc je ne suis pas pressé de les récolter, mais je vais en récolter une pour vous montrer à quoi ça ressemble et juste la technique de récolte. Je vais juste mentionner rapidement la question de l'effeuillage parce que je pense que c'est un peu exagéré. Cette feuille-là, elle ne fait plus grand-chose pour la plante maintenant. Mais à cette période de l'année, en automne, il y a cette maladie, la septoriose, qui peut faire brunir les feuilles très rapidement. Et peut-être, juste peut-être, cela crée un point d'entrée pour certaines spores fongiques dans la racine, là. Je n'en suis pas certain, mais je viens juste de le remarquer. À l'approche de l'automne, il n'y a pas d'urgence à les garder parfaitement propres. L'essentiel, c'est qu'en faisant cela, elles sont jolies car on voit soudain la magnifique racine de céleri rave. Donc, celles-ci ont poussé tout l'été et maintenant c'est le moment de récolter. Je vais devoir demander à Mintiche, elle est devenue très affectueuse ces jours-ci. Allez, Daniel, tiens bon, d'accord? Donc, ce que j'ai trouvé qui marche, c'est de glisser une truelle sous la racine comme ça. Et de cette façon, tu coupes déjà la plupart des racines, puis tu fais levier pour le reste. Tu vois, c'est presque fait. Cela laisse la plupart des racines dans le sol, ce que je souhaite car cela nourrit les micro-organismes et perturbe moins le sol. On ne verrait presque pas mon passage et tu pourrais encore passer après. À cette période de l'année, donc là on est à la mi-octobre, tu pourrais planter de l'ail ici, où on peut cultiver des fèves pendant l'hiver. Donc tu vois, il y a encore des possibilités de culture. On mettrait d'abord un peu de compost, puis ce que je fais, c'est tailler un peu les racines. Si tu veux conserver le céleri rave, ce serait parfait. Donc tu as encore un peu de terre et de compost entre les racines, mais pas trop. Et elles ne sont pas trop raccourcies, donc je laisserai le bas comme ça. Mais si tu veux évidemment le manger maintenant, tu vas faire ça. Et je fais ça en partie pour te montrer comment tu fais. Tu perds un peu de la base à cause de la façon dont les racines se fragmentent à cet endroit. Et oui, tu sais, là on commence vraiment à entrer dans la belle racine de céleri rave. Celui-ci pèse probablement 800 grammes, presque 1 kilo, soit environ 2 livres. Et encore une fois, si tu les conserves, ne coupe pas trop près du dessus. Si tu coupes trop près, tu vas entamer la racine elle-même par le haut. Ce que tu peux faire, c'est, avec le dos d'un couteau, tailler vers le bas comme ça. Et ça leur donne un aspect plus proche de ce que tu trouverais en magasin, où la plupart des extrémités des tiges ont été coupées. Je pourrais couper un peu plus au milieu.
Donc tout ça va guérir et devenir sec et ferme. En fait, je les range dans mon abri là-bas, juste dans des boîtes, ils peuvent un peu geler. Oui, ils sont résistants, donc c'est la récolte. Il n'y a pas d'urgence à le faire début octobre. On trouve généralement qu'on récolte vers la fin novembre. Ici, ce n'est pas une question de gel, car il résisterait tout l'hiver si c'était la seule préoccupation. Il fait peut-être trop froid, jusqu'à 10 degrés, il vaudrait mieux les rentrer, surtout à cause des maladies des feuilles qui s'installent puis atteignent le bulbe. Il peut y avoir des dégâts causés par les limaces, mais c'est surtout une question de maladie. Je vous conseille de les récolter avant l'hiver, de les conserver en boîte. Ainsi, vous pourrez en manger à tout moment. Quel délicieux repas!